Cette analyse s'intéresse aux mécanismes qui régissent notre relation à l'alimentation. On va tenter de dépasser la simple idée de volonté pour se pencher sur les processus, à la fois biologiques et psychologiques, qui sont réellement à l'œuvre dans nos comportements alimentaires. Ce témoignage est assez parlant. Il met en lumière une expérience fréquente, cette sensation de faim qui, au fond, n'est pas une faim d'énergie. C'est plutôt la faim de quelque chose d'autre, quelque chose qu'on n'arrive pas à identifier clairement. C'est un excellent point de départ pour notre réflexion. Cela nous amène donc à la question centrale. Et si la difficulté à réguler son alimentation ne relevait pas d'un défaut de caractère, mais plutôt de processus neurobiologiques complexes? Ce changement de perspective est fondamental pour aborder le sujet de manière constructive. Pour commencer, examinons un concept qui est vraiment au cœur de la compréhension des schémas alimentaires parfois dysfonctionnels. C'est ce qu'on appelle le bruit mental alimentaire, ou food noise en anglais. Alors, qu'est-ce que c'est ce food noise? Eh bien, c'est une sorte de préoccupation mentale constante, un bavardage incessant autour de la nourriture. Il est important de comprendre que ce bruit résulte de l'interaction de systèmes de faim qui sont dérégulés. On parle donc bien d'un phénomène neurobiologique et non d'un manque de discipline. Pour se représenter cette expérience interne, la métaphore des 3 radios est assez juste. Les signaux de la faim biologique, de la faim hédonique et de la faim intestinale s'entremêlent. Le résultat, c'est un bruit de fond mental constant, qui peut être très sollicitant pour les ressources attentionnelles. Justement, pour comprendre l'origine de ce bruit, il est nécessaire de décomposer ce qu'on appelle la faim. Parce que la faim n'est pas un signal unique et simple. C'est en fait le produit d'une interaction complexe entre différents systèmes physiologiques. On peut identifier 3 principaux types de faim physiologiques. D'abord, la faim biologique, dite homéostatique. Elle est régulée par la gréline et la leptine, et sa fonction est de maintenir notre équilibre énergétique. Ensuite, il y a la faim hédonique, qui est liée au circuit de la récompense et à la dopamine. C'est elle qui nous pousse à rechercher le plaisir alimentaire. Et enfin, la faim intestinale, qui opère via l'axe intestin-cerveau, avec des signaux comme la sérotonine ou le GLP-1. Il est donc utile de distinguer la faim biologique de ce qu'on appelle la faim émotionnelle. La première apparaît progressivement et peut être satisfaite par divers aliments. À l'inverse, la faim émotionnelle est souvent soudaine. Elle cible des aliments très spécifiques et elle peut persister même après la satiété, étant souvent suivie d'un sentiment de culpabilité. Abordons maintenant un autre phénomène qu'on observe notamment après une perte de poids importante, le syndrome du corps fantôme. Il s'agit d'une déconnexion entre la réalité physique du corps et la perception que le cerveau continue d'en avoir. Pour bien comprendre ce syndrome, il faut définir le schéma corporel. C'est la représentation neurologique interne de la forme, de la taille et de la position de notre corps. On peut le voir comme une carte proprioceptive que le cerveau met normalement à jour en continu. Ce schéma corporel ne doit pas être confondu avec l'image inconsciente du corps. Celle-ci est une construction psychique façonnée par notre histoire personnelle et relationnelle. Et contrairement au schéma corporel, son actualisation n'est pas automatique après un changement physique. Ce décalage se manifeste par des comportements très observables, continuer à contourner des passages qui ne sont plus étroits, choisir des vêtements surdimensionnés ou ne pas vraiment intégrer les retours positifs sur son apparence. Le schéma et l'image du corps montrent une certaine latence pour intégrer le changement. Ces concepts nous permettent de reconsidérer la nature des comportements compulsifs. Il s'agit de ne plus les analyser comme des échecs moraux, mais plutôt comme des tentatives de régulation émotionnelle. La citation du docteur Daniel Sumrock propose justement ce recadrage. Elle suggère que le comportement addictif est, à l'origine, une stratégie d'apaisement, même si elle est dysfonctionnelle, mise en place quand d'autres mécanismes de régulation font défaut. La neurobiologie de l'habitude nous explique comment ces stratégies se pérennisent. Au début, un comportement est contrôlé par le cortex préfrontal. Avec la répétition et le renforcement par le circuit de la récompense, il est progressivement délégué aux ganglions de la base. Le comportement devient alors une routine automatisée, qui s'exécute avec un faible contrôle cognitif. Le comportement addictif peut donc être vu comme une routine d'économie neuronale. En situation de détresse, le cerveau va privilégier le chemin neuronal le plus efficient, le mieux établi, pour obtenir un soulagement sans forcément tenir compte des conséquences à long terme. En conclusion, l'ensemble de ces éléments nous amène vers une nouvelle perspective. L'enjeu n'est plus tant de combattre les signaux corporels que d'apprendre à les interpréter. Comme le dit cette citation, la résolution ne passe pas par le contrôle du symptôme, mais par la compréhension de sa fonction. L'objectif est d'identifier ce que le comportement alimentaire cherche à réguler, une émotion, un état de stress ou un autre état interne. Finalement, la faim peut être vue comme un messager. Et quand on apprend à décoder sa langue, on découvre qu'elle ne parle pas toujours de nourriture.
Parfois, elle exprime une solitude, une fatigue ou un autre besoin. C'est en comprenant ce message qu'on peut élaborer une réponse plus adaptée que la simple prise alimentaire.